Martinique Actualité. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Serge Haribo, secrétaire général de l'UGTM Santé. Bonjour M. Haribo, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous regardent sur Zouk TV, puisque vous êtes aussi sur maintenant... On est sur Orange. Depuis plus de mois sur le canal 42. Voilà. On est sur SFR. Canal 312 et aussi sur Canal SAT, Canal 29. Donc, bienvenue à tous ces téléspectateurs et j'espère qu'on va encore une fois pouvoir leur apporter un certain nombre d'enseignements, de renseignements, d'informations qu'on trouve des fois sur les réseaux, mais que sur les médias officiels, on ne le trouve pas facilement, mais au moins sur Zouk TV, on pourra développer plus longuement ces questions. Zouk TV a toujours été comme ça depuis 22 ans, donc on ne va pas changer notre façon de fonctionner. Alors, M. Haribo, il y a des évolutions dans tout ce qui se passe depuis cette pandémie. Là, il semblerait qu'il y a la réintégration éventuelle des soignants. Je crois qu'il y a des pourparlers en cours en Guadeloupe, donc forcément ça nous intéresse parce que ce qui va s'appliquer en Guadeloupe va s'appliquer de facto en Martinique. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est bien ça? Et puis est-ce qu'il y a vraiment la réintégration possible des soignants? Alors, de façon très concrète, c'est ce que nous avons demandé, parce que nous avons fait une réunion avec l'ensemble des députés, avec M. Ajar, qui n'était pas présent, de Martinique, et nous leur avons demandé fortement d'appuyer cette demande de réintégration à l'occasion de l'ouverture de la réouverture des débats au niveau de l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu cette commission des Outre-mer qui a interpellé le ministre des Outre-mer sur cette question, monsieur... J'oublie son nom. Carinco. Et qui a répondu qu'il y avait matière à discussion au niveau de la Guadeloupe, et qu'il enverrait son chef de cabinet pour commencer à voir les possibilités de discussion. Donc, on s'aperçoit qu'on va le voir, il y a Commission européenne, il y a Commission d'outre-mer de l'Assemblée nationale. Il faut que les commissions, et que donc l'importance que les élus interpellent ces ministres, ces représentants de l'État, parce que si ça ne se fait pas, ils ne répondent rien. On n'a pas de nouvelles, on n'a pas d'informations. Donc là, c'est pas quelque chose qui est sorti comme ça, que M. Carinco, en tant que ministre, a fait en termes de déclaration. C'est parce qu'il était questionné. Et que là, nous pensons que les députés d'outre-mer jouent leur rôle pleinement, et c'est ce que nous leur avons demandé, de le jouer pleinement, pas seulement pour la Martinique, mais pour l'ensemble des outre-mer, comme ils l'ont commencé dès avant juin, de continuer ensemble à œuvrer pour que cette réintégration soit effective partout en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, mais aussi sur tout le territoire français. Parce que nos hôpitaux souffrent de l'absence de ces professionnels. Il n'est pas normal que des professionnels ne puissent pas travailler sereinement, y compris ceux, est-ce qu'on va le voir dans les nouvelles, y compris ceux qui sont vaccinés. Et qu'on ne devrait pas encore continuer, poursuivre comme ça, leur demander de prendre de nouvelles doses. L'obligation est seulement sur les soignants. Et puis, il n'y a pas d'obligation pour l'ensemble de la population. Donc, il y a une incohérence et il y a un manque de clarté dans les décisions qui ont été prises jusqu'à présent. Et on verra que, au fur et à mesure, le gouvernement se retrouve dans une situation assez délicate, pour ne pas dire difficile, vis-à-vis de cette situation d'obligation vaccinale. Alors déjà qu'ils n'ont plus à l'Assemblée nationale, ils n'ont plus la majorité, ils ont une majorité relative. Donc les choses commencent à bouger un petit peu. Mais puisque vous parlez de vaccination, est-ce qu'on peut dire un mot sur l'adresse, peut-être dire aussi ce que c'est que l'adresse?
Et l'adresse qui a sorti un rapport quand même extrêmement étonnant, voire explosif. Oui, c'est un organisme d'État qui fait des analyses, des statistiques. C'est pas un laboratoire privé qui sort ça. Non, c'est un organisme qui régulièrement, sur tous les sujets qui touchent, que ce soit la santé, qui touche le social, et qui sort des statistiques à analyser, et qui sort aussi des moyens dans ces rapports-là de pouvoir de décision pour tous ceux qui veulent bien y lire. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que dans l'étude concernant la relation entre hospitalisation, accès aux services de soins critiques et décès, c'est ainsi ces trois volets-là ont été analysés par l'adresse, et on s'aperçoit que le nombre de personnes hospitalisées vaccinées pour le Covid-19 est plus important déjà que le nombre de personnes hospitalisées non vaccinées. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que le nombre de décès de personnes vaccinées est très largement supérieur, parce que même si ils disent qu'il y a un pourcentage de personnes non vaccinées qui est inférieur, mais c'est justement dans la logique gouvernementale. Ça voudrait dire que ce sont ceux qui sont les plus susceptibles d'attraper le Covid, de ne pas être protégés, d'être dans des situations dramatiques et de se retrouver dans un soin critique et d'avoir des décès. Or, on s'aperçoit que c'est pas du tout le cas. Les différences de pourcentage sont énormes et on s'aperçoit que dans ce cas de figure-là, nous avons des difficultés de compréhension. Pourquoi personne n'en parle? Il y a beaucoup plus de décès aujourd'hui de personnes hospitalisées vaccinées que de personnes hospitalisées non vaccinées. Donc, revenons à cette question de vaccination, de capacité de réponse vis-à-vis de la protection, vis-à-vis de la prévention, c'est-à-dire transmission, quand on l'a et qu'on est vacciné, de ne pas être dans des cas graves. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on arrive à décéder malgré qu'on ait un schéma vaccinal complet, comme ils disent. Ce n'était pas le discours qu'on avait il y a 2 ans, qui nous disait on serait immunisé, on a tous intérêt à être vaccinés, il faut y aller à fond. Donc, c'est la réalité du terrain. Ce sont les analyses qui sont faites sur le terrain avec des chiffres qui sont récoltés par l'adresse et qui, aujourd'hui, nous donnent dans un tableau ces résultats. C'est très intéressant et je pense qu'il y a... l'adresse, c'est DR2ES. Donc, ceux qui veulent aller chercher vont sur Internet, ils vont trouver ça très facilement. Alors, de plus, il y a la déclaration de l'ancien député Jean Lassalle. Ça ne peut pas laisser insensible non plus. Ce député a dit un certain nombre de choses qu'on ne fait que reproduire. Voilà. C'est pas nous qui déclarons ça. C'est lui qui a dit. Voilà, c'est ça. Nous n'avons rien en termes de déclaration, ni vous, ni moi, ni Zouk TV. Nous ne faisons que lire ce qu'il a déclaré. Tout à fait. Donc, monsieur Jean Lassalle, c'est un ancien député. Il s'est présenté aux élections présidentielles. Je crois qu'il a eu plus de 2 millions de voix. Et il a déclaré dans une interview avec un média indépendant, NTD France, le 9 octobre 2022. C'est assez récent. C'est très récent. Et qu'il a eu le vaccin Johnson. Il dit, j'ai eu le vaccin Johnson qui a failli me tuer, qui m'a déformé le cœur. J'ai eu 4 opérations depuis le 3 janvier 2022. Et des effets secondaires graves. Donc ça c'est une première chose. Il n'est pas le seul, il y en a des milliers dans le monde. Mais ce qui est très important à entendre, je le cite, il indique « Je ne savais pas non plus que M. Macron n'était pas vacciné. Je ne savais pas non plus que la plupart des membres du gouvernement ne l'étaient pas. Et je ne savais pas qu'un nombre important de mes collègues députés ne l'étaient pas non plus. » Charge à chaque phrase, chaque personne concernée de répondre. Bien sûr. Pas à nous, à M. Jean Lassalle. À M. Jean Lassalle. Voilà, répondez de façon à nous éclaircir un peu le temps, parce que quand un ancien député, un ancien candidat à la plus haute fonction donc de président déclare, et que ça passe sur les réseaux en boucle, fait ce genre de déclaration, il faut
répondre. Il faut une réponse. Il faut une transparence. Une explication. Monsieur Macron est-il vacciné et quand s'est-il vacciné? Et quelles sont les sources de monsieur Jean Lassalle pour dire ça? Et puis s'il y a la possibilité de... En général, on crie à tout de suite... Fake news, on dit que ce sont des fake news, ou alors on dit on va déposer plainte. Parce que c'est une déclaration fausse, il a perdu quelques neurones, monsieur Jean Lassalle, il n'est pas bien. Donc là, on n'a rien entendu jusqu'à présent. 9 octobre, nous sommes le 13. On continue à voir qu'est-ce qui sera dit vis-à-vis de ces affirmations. D'accord. Affirmation, vraiment, ça laisse pantois, Ah oui, j'ai envie de dire. cette semaine a été depuis la semaine dernière, fin de semaine dernière, cette semaine, c'est une semaine explosive, hein, parce que il y a les déclarations de monsieur Jean Lassalle, il y a la Commission européenne qui a demandé à l'ensemble des producteurs de vaccins de venir s'expliquer. Le PDG de Pfizer n'a pas voulu se présenter. Bon, c'est son droit. Mais c'est pas de la transparence, puisqu'on était si sûr que tout ce qui était fait correctement, ouais. Qu'il y avait que des gens qui faisaient du complotisme, qui disaient des choses. Il aurait dû venir. Et à ce stade des discussions, si la commission spéciale du Parlement sur la question du Covid-19, qu'ils appellent Covid, prend le temps de ces gens, ça a duré quand même 3 heures de temps. C'est sur le site, c'est public, hein. Ça on le dit à tout le monde, on n'invente rien. Vous allez sur le site de la Commission européenne, vous allez trouver l'intégralité, et c'est traduit en plusieurs langues. Donc vous allez trouver l'intégralité des débats. Il y a même quelqu'un des Verts, je crois, me semble-t-il, qui disait que si ce monsieur ne se présentait pas, parce qu'on va le convoquer, ils allaient demander l'interdiction. C'est quand même quelque chose d'assez grave. Interdiction de ce monsieur et probablement de ses adjoints pour qu'il fasse du lobbying au niveau de la Commission européenne. C'est que les députés considèrent que ce qui se passe là est très grave. Bon, pourquoi? Premièrement, dans les réponses, toutes les questions n'ont pas reçu de réponse. Je rappelle qu'il y a des contrats qui ont été signés avec Pfizer et avec les autres, hein. CureVac, Novavax, SmithKline, IPRA, ils étaient tous présents, représentés. Ils n'ont pas répondu à toutes les questions. Pourtant, c'est un contrat entre l'Europe et ces entreprises. Ouais. Une commission est créée par l'Europe, ils ne répondent pas aux questions. La seule possibilité aujourd'hui que les députés européens ont trouvée, c'est de dire nous allons reformuler ces questions par écrit, celles auxquelles il n'y a pas eu de réponse, et nous allons attendre d'avoir des réponses écrites. C'est quand même quelque chose. Et certains députés ont dit qu'ils consultent déjà leurs avocats pour voir dans quelle mesure ils emmèneront ça au niveau juridique. Maintenant, sur ce qui a été répondu, il faut savoir que Madame Small, Janine Small, qui est présidente des marchés internationaux développés par Pfizer, a une réponse assez surprenante. Parce qu'il y a un député européen qui lui a posé la question de savoir est-ce que oui ou non, il y a eu des essais cliniques concernant le vaccin Pfizer sur la transmission du virus. Oui. Est-ce que lorsqu'on est vacciné, on peut transmettre le virus? En général, lorsqu'on crée un vaccin, on essaie toujours de voir est-ce que le vaccin protège déjà que la personne n'attrape pas et qu'elle puisse son corps se défendre vis-à-vis de ce virus, même si elle l'a attrapé, et qu'elle ressorte C'est ça. en bon état de santé. Mais deuxièmement, la transmission à quelqu'un d'autre. Or, elle répond non. Ils n'ont pas fait d'essais cliniques. Mais c'est pas en 2022, hein, c'est avant la commercialisation. Hein. C'est ça, c'est ça. Ils n'ont pas fait du tout d'essais cliniques. Mais ce qui est important à savoir, les répercussions, c'est de savoir, on sait, quand on dit le gouvernement français et la plupart des gouvernements européens se sont basés sur le concept de non-propagation quand on était vacciné, d'ailleurs immunisé. On a créé le pass sanitaire.
Je ne sais pas si tout le monde se souvient de ça. On a fait en sorte que les gens vaccinés aient des priorisations de liberté pour bien montrer que les non-vaccinés étaient coupables. C'est ça. On a qu'on allait emmerder. Voilà, qu'on allait emmerder. On a vu que pour les vols, ceux qui voyageaient entre la France et la Martinique ont bien vu, on laissait la liberté aux vaccinés d'accéder à l'avion sans test et que ceux qui n'étaient pas vaccinés devaient faire un test. Tout à fait. Pour un vaccin qui n'a pas eu d'agrément concernant le fait qu'il empêchait la propagation. Et est-ce qu'aujourd'hui, il est prouvé que les vaccinés peuvent contaminer d'autres personnes non vaccinées? En fait, c'est ce qu'ils appellent les études en vie réelle. Les études en vie réelle, c'est ce qui n'a pas été fait en clinique, qui n'a pas été fait en laboratoire. C'est la réalité de la vie. C'est ça. C'est-à-dire qu'on est mort et puis on constate au mort. Alors, en vie réelle, on a constaté, et là, ça a alerté tout le monde. Vous avez bien vu tout ce débat qu'il y avait avec les sachants qui disaient non, 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 et qu'on a dû admettre à un moment, quelques mois après, que la transmission se faisait quand même. D'accord. On a même été jusqu'à dire ah oui, mais le vaccin empêche 12 fois moins de transmission que quelqu'un qui est non vacciné. Sur quelle étude clinique? Puisqu'il n'y en a pas eu. Donc c'est tout ça qui nous dit. On nous a imposé des contraintes alors qu'on n'avait pas des données fiables et réelles. On nous a imposé de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir aller dans certains lieux quand on n'était pas vacciné. Et on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu scientifiquement d'études. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Mme Janine Small a répondu que ils ont adapté le temps de la science au marché. Marché financier. Au marché financier. Ils avaient un marché, ils devaient répondre à vendre des vaccins et faire. Donc, ou alors ils ont accéléré le temps de la science pour se dire, bon, on se passe de cette étude-là, on la fait pas. Et on commercialise parce qu'il y a de l'argent à faire. Il y a une demande. C'est la relation entre la demande et l'offre. Donc nous, on était à même d'offrir tout de suite, même si c'était tronqué. On offre et on a adapté la science à ce temps-là, le temps des marchés. Donc l'argent a pris le pas sur le bien-être des personnes et des populations. Il valait mieux qu'ils donnent aux gens carrément des placebos, ça aurait été moins dangereux peut-être. Ça aurait été peut-être moins dangereux. Ouais. Alors pourquoi aussi il y a cette histoire de taux d'ARN dans les vaccins produits et les vaccins qui ont été testés cliniquement. Alors, pour bien expliquer, alors ça c'est la question de Michèle Rivasi, qui est députée européenne, qui a reposé cette question-là au cours de la dernière séance qui a eu lieu au niveau du Parlement européen, lundi 10 octobre. Donc c'est très récent. Oui. Elle a demandé des explications sur l'abaissement du taux d'ARN entre les essais cliniques et la fabrication, et notamment la fabrication dans l'usine européenne qui fournit pour toute l'Europe. L'explication, c'est que dans les essais cliniques, ils ont été faits avec un taux d'ARN intègre, donc des ARN complets, à des taux de 69 à 81% dans les vaccins. La fabrication dans cette usine européenne, on a constaté, c'était de 51 à 52%. La question qu'elle a posée est toute simple. Qui a décidé? Vous nous donnez des résultats concernant un vaccin, des essais cliniques, avec un taux, donc, qu'on explique bien, l'ARN, c'est ce qui va permettre de créer les protéines spike. Donc, on nous donne un taux de départ avec des essais cliniques à un pourcentage très élevé, et dans l'usine de fabrication, il est constaté que les taux sont nettement inférieurs. Donc, la production de protéines spike sera nécessairement inférieure. Quelles sont les répercussions? Personne ne peut répondre. D'ailleurs, la représentante n'a pas répondu de Pfizer. La deuxième chose, c'est il y a donc des taux d'ARN non complets, donc qui ne sont pas utilisés pour la production de protéines. Quelles sont les répercussions sur le corps humain? On n'a pas ces réponses-là non plus.
Et ça, c'est quand même important. Alors, on a beaucoup de sachants en Martinique. On leur demande de répondre, apporter des réponses. Pas comme certains journalistes, ce sont des gens pressés à faire des articles pour dire « Ah mais oui, mais on savait que ce qui était demandé n'était pas nécessairement que l'on ait un vaccin qui soit opérationnel, mis au point pour vérifier la transmission ou alors la capacité d'avoir des taux d'ARN suffisamment efficients, mais c'était de mettre au point un vaccin qui protégeait des formes symptomatiques 15 jours après la deuxième dose. Voilà ce qu'a déclaré un immunologiste très rapidement, Stéphane Paul, que oui, c'était pas ça, hein, l'objet clinique que les laboratoires avaient. L'objectif, c'était pas l'immunisation, c'était pas la protection, c'était pas l'empêchement de la transmission, c'était de protéger des formes symptomatiques. C'était pas ça la communication du gouvernement? Pas du tout. Il nous semble que chacun revienne dans les archives et nous dise qu'est-ce qui avait été dit, qu'est-ce qui avait été promis. C'était pas du tout ça. Donc on est là dans un jeu de questionnement important. Nous sommes dans une phase importante où est-ce que nous disions il faut laisser le temps au temps pour avoir la vérité. La vérité est en train de se construire à travers ces interventions, comme je le disais, qui sont importantes. Il faut que les députés jouent le rôle. Bien sûr. Et qu'ils posent les questions. Et il nous semble qu'au niveau européen, ils se sont bien accordés à poser à tour de rôle des questions très précises. Et il faudra ces 3 heures de temps de débat les analyser complètement, prendre le temps de tout réécouter, de tout bien savoir ce qui a été répondu ou pas. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'aujourd'hui même, l'Organisation mondiale de la santé est invitée devant cette commission. Ils sont venus, eux? Ils sont obligés de venir aussi, quand même. Faut au moins envoyer des représentants. Pour la suite. Ah oui, ça fait partie des travaux de la commission. D'accord. Qui enquête sur, premièrement, les vaccins qui ont été proposés, la problématique de développement de ces vaccins, les modèles de thérapie qui ont été développés pendant la pandémie, donc l'OMS est concerné, et pour le futur, ce qu'il ne faudra pas faire, ce qu'il faudra conserver. Donc c'est quand même des travaux qui sont assez importants, qu'il faut suivre et qu'on est étonné que les médias, je vous assure, les médias officiels ne suivent pas ces choses-là, ils n'informent pas la population. C'est là on arrive à un niveau de débat intéressant où est-ce que on attend que les points bloquants de réflexion soient véritablement débloqués pour qu'on sache vraiment à quelle sauce on a été cuisiné pendant ces 2 années. Je me rappelle tous les sachants qui, à longueur de journée et de nuit, étaient sur tous les grands médias français et pour pouvoir valider tout ce qui avait été dit par le gouvernement. Mais à terme, Monsieur Haribo, quand tout cela va être démontré officiellement par l'Union européenne, est-ce qu'on risque d'avoir quelques ministres mis en examen par rapport à tout ça? Il y en a qui commencent déjà à être questionnés, hein. Il y aura des mises en examen, c'est sûr. Maintenant, est-ce que ça ira comme pour le sang contaminé, comme pour le chlordécone? Est-ce qu'on ira jusqu'à... Responsable mais pas coupable. Voilà. Est-ce qu'on ira jusqu'à condamner? Ça, c'est autre chose. Ce qui nous intéresse, en tout cas, c'est pour la compréhension dans l'avenir. Ouais. Que tout le monde comprenne bien. Il ne faut pas avaler tout dans tous les sens. Il faut toujours conserver cet esprit critique que nous avons, nous, êtres humains. On a le droit de questionner, de savoir. Donc, c'est pour ça que nous, on n'en a pas parlé, mais le dépôt de plainte continue, on questionne. Nous avons fait un dépôt de plainte avec constitution de partie civile. On nous a demandé une fixation de consignation de 1 000 € par organisation syndicale. Nous avons versé dernièrement, fin septembre, puisqu'on avait jusqu'au 30 septembre. Nous l'avons fait, les organisations syndicales. Nous avons payé cette consignation de 1 000 € par organisation syndicale pour que cette plainte continue, qu'on ait la vérité sur le traitement qui a été fait vis-à-vis de la population martiniquaise dans le cadre de la lutte du Covid. Et tous ces éléments-là que je viens de dénombrer vont rentrer dans les débats nécessairement. Bien sûr. Ça vient complémenter ce que nous avions déjà présenté avec nos avocats. Et on se rappelle aussi que certains pays en Afrique où il n'y avait pratiquement pas de vaccinés, où il n'y avait pratiquement pas non plus de Covid déclaré, me semble-t-il, à un certain moment,
Et on se posait beaucoup de questions là-dessus. Là aussi, l'information n'a pas suffisamment circulé. Parce que c'était les comparaisons, ce qu'on appelle du milieu de vie réelle. Voilà encore des études de vie réelle qui montrent que la différence entre certains pays qui ont vacciné à outrance et d'autres pays qui n'ont pas vacciné, qu'on disait ils sont fous, ils vont disparaître de la planète. Mais ils sont toujours là, hein. Ils sont bien présents en Afrique, ils sont là. Ils n'avaient pas les moyens de se payer ces vaccins qui étaient très chers. Et Madagascar, je sais pas, ça existe toujours. Il y a toujours des Malgaches là qui vivent en toute tranquillité dans leur pays. Donc ça c'est aussi un impact à bien analyser, l'impact du volume qu'il y a eu de vaccination et l'impact de non-vaccination et savoir est-ce que les répercussions sont si différentes, est-ce qu'il y a moins de monde qui sont décédés ou pas. Alors aujourd'hui, on dit que le Covid revient pour certaines personnes, mais je pense qu'il faudra qu'on s'habitue à vivre finalement avec le Covid comme on vit chaque année avec la grippe qui revient. Et qui tue aussi. Hein. Et surtout, ne pas laisser cette envie que le gouvernement a d'utiliser. D'ailleurs, ils ont très bien vu que ça ne prenait pas. Ça ne prenait pas tant et si bien qu'on en est là aujourd'hui en France dans une situation explosive vis-à-vis du carburant, vis-à-vis de l'énergie. On reprend la même méthode, si vous voulez, on dit aux gens, il faudra couper le chauffe-eau en plein hiver. Il faudra diminuer sur votre consommation, mettez les pulls, n'utilisez pas... Donc, on détourne l'attention des gens sur autre chose parce que cette histoire de 8e vague-là, ça marche pas. Dans la compréhension des gens, surtout avec ces nouvelles-là qui tombent, ils ont tout intérêt à ne plus communiquer là-dessus et à mettre ça de côté. Parce que ça fait quand même un grand boom au niveau des pays européens. Parce que, n'oubliez pas, ce sont des députés européens. Oui. Ils posent ces questions-là, mais sortis du Parlement. Ils ont déjà diffusé. Le député européen qui a posé la question à Madame Small, il a eu 8 millions de vues en l'espace de 24 heures. Quand il a répercuté la question qu'il a posée et la réponse qui a été formulée, qu'il n'y a pas eu d'essai clinique sur la transmission. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont là en attente et qui veulent avoir ces explications. Bien, on me fait savoir que le temps qui nous est imparti est terminé. En tout cas, Monsieur Haribo, je rappelle que vous êtes le secrétaire général UGTM Santé. Tout à fait. Et que vous nous avez amené des informations très importantes et qu'il faut garder les yeux ouverts et chercher l'information là où elle est, si elle n'est pas diffusée à la Martinique. Oui, tout à fait. Et gardez les yeux ouverts sur tout. On n'a pas eu le temps de parler de l'ivermectine, ce sera pour la prochaine fois, mais gardez les yeux ouverts parce que ça va revenir encore devant le Conseil d'État parce qu'il y a eu de la corruption, entre guillemets. Il y a eu des tentatives d'influence. Ça, je ne fais que dire ce qui est écrit dans les médias et ce qui est apporté comme information. L'ivermectine a été mise de côté par l'OMS, il faudra qu'on ait des explications. Donc, à la prochaine rencontre, on pourra développer tout ça. Avec plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Haribo. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Manuela pour la réalisation. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.